actif. Donc, je vais passer la parole sur coût et financement de CIGEO. Qui décide et selon quels critères? Bonne question. Donc, Emmanuel Didier, sociologue, directeur de recherche au CNRS et auteur du rapport d'expertise dans le cadre du débat public en France sur la gestion des déchets radioactifs. Merci beaucoup. Merci beaucoup de me donner la parole dans cette assemblée. Pour commencer, je voudrais juste vous redire que cette enquête a été menée dans le cadre de la PNG MDR, c'est-à-dire dans le cadre du débat public en France, et on m'a chargé d'une expertise sur les jeux d'acteurs dans le nucléaire, et donc je me suis intéressé beaucoup à la façon de quantifier les coûts de CIGEO. Vous pouvez tourner. Voilà, donc j'ai réalisé le fait d'être dans le cadre de la Commission nationale du débat public a été très utile car j'ai pu rencontrer beaucoup d'acteurs et en particulier j'ai pu faire 19 entretiens avec aussi bien des opposants que des industriels et donc promoteurs du nucléaire. C'était très intéressant. Voilà. Alors CIGEO, je vais pas prendre trop de temps puisque là on l'a vraiment bien présenté. C'est pas la peine de trop approfondir. La question, c'est que c'est quand même un projet très très singulier et donc la question qui s'est posée aux acteurs, c'est comment est-ce qu'on fait pour chiffrer quelque chose qui n'a en gros pas d'antécédent ou en tout cas pas de bon point de comparaison, ni en France ni à l'étranger. Et donc la question, c'est comment estimer les coûts de CIGEO et pourquoi. Et deuxièmement, je reviendrai sur un débat qui a traversé les différentes interventions, qui est la question des coûts d'actualisation, des taux d'actualisation, excusez-moi. Donc CIGEO, on va passer, on a déjà analysé ce débat. On va passer. Là, je voulais juste vous montrer quand même qu'est-ce que c'est que des déchets nucléaires. Je trouve que c'est intéressant de les voir. Donc là, par exemple, ça c'est une zone de haute activité qui va être démantelée. Donc ce sont des déchets nucléaires en devenir. C'est pas encore un déchet, mais c'est des photos qui ont été prises à Marcoule, et c'est ça qui va aller dans CIGEO. Donc c'est les produits du démantèlement. Ou les produits des combustibles qui sont pour l'instant stockés à La Hague. Et en tout cas, ce qu'on m'a dit, c'est qu'ils étaient voués à aller un jour à CIGEO, eux aussi. Donc ça, ce sont les... Non ? Bon bref, en tout cas, voilà. En tout cas, c'était pour vous montrer quelques exemples de déchets nucléaires. On va tourner la parole. Donc voilà, donc une fois le site retenu, je passe sur les détails, pas les détails, mais sur la très longue aventure très complexe du choix du site. Il a fallu chiffrer le coût du projet. Une des raisons pour lesquelles il fallait chiffrer le coût, c'est en raison du principe du pollueur-payeur. En effet, les industriels doivent provisionner CIGEO, c'est-à-dire qu'ils doivent mettre de côté de l'argent qui permettra de traiter les déchets nucléaires jusqu'à la fin, et en particulier donc par CIGEO. Alors à ce stade, en fonction des déchets déjà dans l'inventaire, les charges se répartissent ainsi à peu près. 18% des charges iront à EDF, 17% au CEA et 5% à Orano. Par ailleurs, les coûts du projet se décomposent en 3 grands postes: exploitation, fiscalité et investissement. Alors l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, l'ANDRA, a été désignée comme maître d'ouvrage et ce sera les industriels qui paieront pour cet ouvrage. Alors, le chiffrage par l'ANDRA a été fait entre le chiffre. Donc, dans les projets industriels, il y a différentes étapes du projet industriel, et en particulier, il y a l'étape de l'esquisse, et ensuite, il y a l'étape de l'avant-projet sommaire. Et en fait, le chiffrage de l'ANDRA a été fait entre l'esquisse et l'avant-projet sommaire. Et ils disent qu'ils n'ont chiffré que des concepts sur lesquels il était possible de faire des démonstrations de sûreté. Alors ils ont demandé des remontages de coûts, comme on dit, depuis les entreprises d'ingénieurs, et je vais un peu vite pour ne pas prendre tout le temps. En tout cas, l'ANDRA est arrivé à la conclusion de 35 milliards d'euros en 2016. Alors, sur ce chiffrage, en fait, il y a eu deux réactions, évidemment, comme souvent avec les chiffres. D'abord, il y a eu des gens qui disaient que c'était trop bas. Alors l'ASN en particulier n'est pas tout à fait intervenu sur le prix des coûts, mais ils ont laissé entendre qu'ils trouvaient que c'était des coûts optimistes. En particulier, par exemple, l'ANDRA a choisi toujours dans les appels d'offres les prix les plus bas dans le chiffrage. Or, d'après l'ASN,
comme c'est un projet nucléaire, il est rare qu'on obtienne les coûts les plus bas. Et donc, il pensait que on aurait sans doute des coûts plus hauts. Greenpeace aussi a dit la même chose, et Greenpeace a fait courir le bruit que la directrice de l'ANDRA de l'époque disait qu'en fait, le projet coûterait 80 milliards d'euros. Donc, pour Greenpeace, le chiffre était vraiment beaucoup plus haut que celui qui avait été annoncé par l'ANDRA. Alors, d'autre part, il y a évidemment des gens qui disaient que le chiffrage de l'ANDRA était trop élevé. Alors ça a créé de très grandes tensions entre les industriels et l'ANDRA, et pas seulement entre les industriels et l'ANDRA, mais même entre les industriels, il faut le savoir. Et d'après eux, un certain nombre d'opportunités, c'est-à-dire d'occasions favorables qui peuvent aboutir à l'amélioration des résultats, n'ont pas été prises en compte. Alors, on en a un petit peu parlé déjà. Exemple, la taille des alvéoles pouvait être standardisée pour utiliser un seul tunnelier et non pas plusieurs. Il y avait la question des surcolisages dont a parlé M. Thuillier, qui a été aussi une façon d'économiser de l'argent. D'autre part, il y avait des problèmes de très grande instabilité des prix causés par la durée du projet. Par exemple, une variation du prix de 1% de la main-d'œuvre, comme c'est sur 140 ans, le projet, ça fait varier le prix d'un million d'euros. Bref, les industriels se sont mis d'accord, ça c'est très intéressant, se sont mis d'accord pour dire qu'on pouvait obtenir CIGEO au prix de 19,2 milliards d'euros. Voilà, alors pour M. Abadi, qui est aujourd'hui directeur de l'ANDRA, il y avait un problème de management, c'est assez intéressant. Donc il y avait un problème de management. En fait, un des problèmes identifiés donc par M. Abadi, c'est que les ingénieurs qui étaient techniques se trouvaient dans des situations de trancher des questions stratégiques. C'est par exemple des questions de sûreté étaient tranchées par des ingénieurs, alors que la sûreté, il faut savoir si on décide d'acheter cette sûreté ou pas. Vous voyez, c'était ce genre d'arbitrage qui devait être fait. D'autre part, il y avait une autre chose qui était intéressante, c'est que chez EDF, la question des déchets n'était pas une direction en tant que telle, et donc c'était pas un projet à mener par un directeur qui aurait pu être fier d'avoir bien mené son projet à terme. Donc c'était quelque chose qui était assez négligé, si j'ai bien compris. Pas complètement non, mon terme est très mal choisi. C'était quelque chose qui n'était pas l'objet d'une valorisation, disons. Voilà. Donc toujours est-il que la solution ne se trouvait pas, et donc la solution a été trouvée finalement dans un seul endroit, qui était le cabinet de la ministre, qui était à l'époque Ségolène Royal, qui a donc produit un arbitrage avec la DGEC entre le volontarisme et la sûreté. Et donc, l'arbitrage sur lequel ils sont arrivés, c'était 25 milliards d'euros. Et très important, ces 25 milliards d'euros ont été désignés comme des coûts objectifs. Alors, c'est très intéressant parce que le mot objectif est très polysémique. Là, en l'occurrence, il voulait dire que c'était un objectif à atteindre. Donc, c'était l'objectif à atteindre. Hein, vous voyez. Donc, l'idée, c'était, on pense que vous pourrez le faire pour 25 milliards d'euros. Voilà. Alors le coût, donc, en fait, par définition de ce coût, le coût va être recalculé à chaque étape de l'avancée de CIGEO. Donc, je voudrais juste mentionner rapidement le problème des chroniques. Le coût global ne règle pas un autre coût, d'autres répartition des coûts, qui est le problème des chroniques. Les chroniques, c'est l'ordre selon lequel les déchets seront envoyés à CIGEO. Et ce point-là, ce point des chroniques, a beaucoup d'importance. Pardon ? A beaucoup d'importance parce que celui qui envoie ses déchets les premiers paye le premier, évidemment. Donc ça diffère les façons de payer pour chacun des industriels. Donc ça, c'est des débats entre les industriels pour savoir qui enverra en premier ou en dernier ses déchets. D'autre part, l'ASN a obtenu un droit de revoyure, comme on appelle ça, c'est-à-dire qu'à chaque étape, il demandera des démonstrations de sûreté pour vérifier que l'on ne brade pas la sûreté. Donc il y a quand même, à chaque fois, des recalculs et de réestimation du coût. Et aujourd'hui, l'ANDRA, qui prépare, comme l'a dit M. Thuillier, une demande d'autorisation de création, procède en même temps à un nouveau chiffrage de CIGEO. Donc là, en ce moment, c'est en train d'être mis en place. Voilà. Donc ça, c'était pour vous faire une présentation rapide de comment est-ce que le coût de CIGEO a été estimé jusqu'à maintenant. D'autre part, le coût de CIGEO a été estimé, comme je le disais en début, parce qu'il faut le provisionner. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les provisions, on en a parlé, les provisions, il faut calculer un taux d'actualisation. Il faut actualiser les provisions. Alors qu'est-ce que c'est qu'un taux d'actualisation? C'est très intéressant. C'est un concept économique qui signifie qu'on préfère avoir de l'argent aujourd'hui que demain. D'accord. Donc, une des raisons pour lesquelles on préfère avoir de l'argent aujourd'hui que demain, c'est que nos sociétés sont encore en croissance. Donc,
il y a de la croissance dans les sociétés. Donc, puisqu'il y a de la croissance, on peut considérer que nos descendants seront plus riches que nous, puisqu'il y a de la croissance. C'est un raisonnement d'économiste. Donc, s'ils seront plus riches que nous, on peut aussi considérer que les coûts que nous supportons, on peut leur en faire porter une partie du coût à eux, puisqu'ils seront plus riches que nous. Voilà. Donc, quand vous faites des taux d'actualisation, c'est exactement ça que vous faites, c'est-à-dire que vous réfléchissez à quel degré, à quel pourcentage, il est plus intéressant d'avoir de l'argent aujourd'hui que demain. Alors techniquement, sur le problème des provisions, dit autrement, un taux d'actualisation bas signifie que les provisions seront grandes et un taux d'actualisation élevé signifiera que les provisions seront petites. Il faut garder cette idée en tête. Voilà. Alors, donc la Cour des comptes a fait un petit tableau que je trouve très utile, donc je vous ai recopié simplement, c'est pas moi qui, c'est pas c'est vraiment du copier-coller, si j'ose dire, de l'impact des taux d'actualisation sur les provisions. Donc vous voyez, prenons simplement la première ligne qui est la ligne d'EDF. Les provisions d'EDF en 2017 étaient un peu plus de 37 millions d'euros, oui c'est bien ça, 37 000 millions d'euros, donc 37 000 millions d'euros, 37 milliards d'euros. Si jamais les taux d'actualisation augmentent de 0,2%, alors cela retirera 1427 millions d'euros. Et si au contraire, les taux d'actualisation baissent de 0,2%, donc c'est de très faibles variations, ça engendre une augmentation du taux de la provision de 1550 millions d'euros. Donc vous voyez, des faibles variations des taux d'actualisation ont des effets très importants sur les quantités provisionnées. Voilà. Alors, moi, ce que je trouve, c'est qu'il y a une question qui est très importante, c'est de comprendre comment sont établis ces taux d'actualisation, précisément parce qu'ils ont eu un impact très fort. Or, c'est quelque chose qui est difficile à savoir, et je trouve que c'est dommage. Je trouve que ça devrait être discuté publiquement, et de façon plus démocratique. Alors, ce que j'ai pu comprendre, c'est que d'une part, les taux d'actualisation sont capés par le gouvernement. La DGEC et le Trésor disent le maximum et le minimum des taux d'actualisation possibles à une certaine année. D'accord ? Mais ensuite, ils sont déterminés par les acteurs eux-mêmes. Pourquoi est-ce que c'est eux qui déterminent leur taux d'actualisation dans la fourchette définie par le gouvernement? Parce qu'en fait, le taux d'actualisation, il dépend de la nature et de la quantité des actifs. C'est-à-dire que, comme vous pouvez, par exemple, spéculer avec les taux d'actualisation, avec les sommes provisionnées, vous pouvez jouer un petit peu sur la façon dont vous allez gagner de l'argent avec l'argent provisionné, et donc quel sera le taux d'actualisation possible. Donc toujours est-il qu'aujourd'hui, le taux d'EDF est de 3,9%, et c'est pas le même pour Orano. Je rentre pas dans le cas du CEA, qui a une complication très intéressante, c'est que le CEA, étant une institution publique, n'a pas le droit de provisionner de l'argent. C'est un institut public, et donc l'argent vient tous les ans avec le budget annuel du CEA. Donc ils n'ont pas le droit de faire des provisions. Donc c'est très intéressant. Ils sont obligés quand même de se calculer un taux d'actualisation, mais qui sert pour un calcul fictif de si ils provisionnaient, alors ils provisionneraient à telle hauteur, mais c'est un calcul qui reste fictif. Bon, je rentre pas dans ce détail, c'est très compliqué. Toujours est-il que ce que je voulais simplement vous dire, c'était ça. Voilà, en conclusion, quelques mots. Donc le coût de CIGEO est en sorte de tension forte entre les différents acteurs du nucléaire, et très important à garder en tête, ces tensions vont bien au-delà du fossé habituel pro et anti. Je veux dire, les intérêts de